Yuki, même au sol, même ensanglantée, même quasiment morte, est juste sauvage. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 206 de Jujutsu Kaisen Star et Huile 2. Et donc, bien entendu, on retourne sur le fait que Kenjaku veut atteindre la tombe de l'étoile, là où se trouve le véritable corps de Tengen. Et ce chapitre, je le trouve juste génial en fait. Plein de réflexions à l'Hunter x Hunter. Donc, quand ils allaient dans le palais royal de Meruem, tout le temps à réfléchir, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, le plan qui se déroule en 5 secondes, tu vois juste en fait énormément de pensées, et ça je trouve ça tellement appréciable, et c'est pour ça que j'aime Jujutsu Kaisen, parce que justement tout ce plan, le tour de force, c'est que en fait voilà, on te casse alors qu'on te raconte tout ce plan pendant plusieurs pages avec juste cette case qui dit mauvais calcul, et ça c'est juste génial. Vraiment, en termes d'intensité, à chaque fois que tu te prends des petites baffes comme ça dans Jujutsu Kaisen, incident de Shibuya, flashback sur la mère de Yuji alors que tu t'y attendais pas. Ah, c'est bon de lire Jujutsu Kaisen. Et donc on parle directement de ce plan qui va être expliqué lors d'un flashback. En fait, ils avaient réfléchi à ça en amont, à la structure même justement où il se trouve. Donc en fait, il se trouve dans une barrière de Tengen sous forme de labyrinthe. Et en fait, il se disait Tengen justement que Kenjaku en profiterait parce que c'est un espace où justement lui aussi il peut le modifier, le mettre à sa guise, créer un cinéma. Et donc là on a l'explication de ça, et ça se trouve au-dessus de la tombe des étoiles. Très important parce qu'on en reparle après. Et donc là le plan c'est de faire penser à Kenjaku qu'il a l'avantage en fait sur ce terrain, qu'il se mette bien, et tu vois que c'est carrément un mind game. C'est ça qui est fort avec Jujutsu Kaisen. Ouais, t'essayes de rentrer dans la tête de l'autre, t'essayes de le mettre bien et lui mettre un coup en traître, c'est comme ça que ça marche. Exorciste de classe S, c'est le moyen de les défaire. Parce qu'au final, cette barrière, même si Kenjaku pourra la modifier ou quoi que ce soit, alors elle restera celle de Tengen. On est sur le terrain de Tengen, et donc le plan c'est véritablement que Kenjaku utilise son extension de territoire et qu'ensuite Tengen récupère les informations vu qu'on est dans sa barrière pour pouvoir contrer, créer justement et modifier sa barrière pour neutraliser le territoire de Kenjaku. On a l'impression qu'il est sur des lignes de code et qu'il est en train de changer des lignes. C'est juste parfait. Franchement, je kiffe cette ambiance, c'est ça que je voulais voir avec des barrières. Sauf qu'il aura besoin de 10 secondes. Et ça, c'est plutôt énorme. Je vais pas te mentir, j'ai vu 10 secondes, je me suis dit, mais c'était quoi ce plan? C'était sûr qu'elle allait mourir. Enfin, c'est un plan de malade mental. Je te rappelle qu'il y a des exorcistes qui arrivent à utiliser leur extension de territoire en moins d'une seconde et à tuer plein de gens. Je te rappelle Gojo Satoru, bien évidemment. Donc Yuki se dit que pour contrer ça, elle va utiliser son territoire simplifié pour ne pas griller son sort et bien sûr son extension de territoire classique, parce que ça coûte beaucoup d'énergie et en plus il y a le désavantage donc de ne pas pouvoir utiliser ses sorts après une extension de territoire, et même juste le fait de l'utiliser, bah, ça fait que ton adversaire il sait quelle est ton extension de territoire, donc elle ne préférerait pas l'utiliser. Mais vu qu'il faut forcer Kenjaku à l'utiliser, bah, elle se dit que c'est la solution peut-être la plus pratique, de directement lancer son extension de territoire. Et souvent ce que tu fais quand quelqu'un en lance une, bah tu lances la tienne, et bien sûr c'est le territoire le plus raffiné des deux, le plus élaboré, qui va gagner entre les deux dans un combat de territoire. Sauf que ce qui se passe, c'est que Tengen le rappelle, Kenjaku est une des seules personnes qui puisse l'égaler en utilisation de barrières. Et dans ce cas-là, alors même avec un territoire simplifié, même si normalement c'est une solution pour gagner du temps, alors il serait assez puissant pour pouvoir gérer ça, vu que il est expert en barrière. Ouais, c'est très important au final dans Jujutsu Kaisen. Donc il pourrait utiliser un territoire simple, un panier du vide, il y a aussi une sorte de territoire. Dans tous les cas, c'est pas du tout sûr qu'il utiliserait sa propre extension de territoire pour contrer celle de Yuki. Et surtout, Tengen ne pourra pas directement neutraliser le territoire de Kenjaku, vu qu'il se trouverait à l'intérieur de la barrière du territoire de Yuki. Oui, ça ferait des choses qui s'emboîtent, mais donc globalement, on reste sur ce plan. Forcer Kenjaku à utiliser son extension de territoire.
Et là, t'as cette case noire. Mauvais calcul. Pourquoi? Parce que l'extension de territoire de Kenjaku, donc extension de territoire jonchée de matrice, peut-être qu'il peut créer énormément de choses à l'intérieur, vu que de toute façon c'est un scientifique fou, mais c'est assez étrange vu qu'il utilise la gravité à l'intérieur. Donc est-ce qu'il peut utiliser plusieurs sorts différents à l'intérieur de son extension de territoire, ou il a juste plusieurs extensions de territoire, mais ça semble assez compliqué. Bref, en fait, ce qui est problématique, c'est que on ne peut pas forcément facilement détruire ces barrières, étant donné qu'il a un territoire comme celui de Sukuna, un territoire sans barrière. Il a réalisé l'exploit d'avoir un territoire avec des barrières ouvertes. Et là, j'aimerais revenir sur un point dont vous entendez parler énormément dans le YouTube game, et c'est un petit peu un coup de gueule, oui, parce que Jujutsu Kaisen est une œuvre à prendre avec de la rigueur. En fait, c'est pas forcément compliqué, mais c'est juste qu'il faut garder les informations en tête. Et souvent, on compare l'extension de territoire de Megumi à celle, justement, de Sukuna, sans barrière. Mais au final, est-ce que c'est vraiment le cas? En vrai, ça nous a jamais été dit explicitement. Et ce qu'on sait, c'est que Megumi, son extension de territoire, c'est juste une extension de territoire qui n'est pas finalisée. Parce que je vois plein de gens dire « Waouh, Megumi, il est trop fort, il a réussi à faire une extension de territoire sans barrière. » Mais il le voulait même pas forcément. Et même, on dirait qu'il y avait une barrière au sol. C'est juste qu'il n'y avait pas des barrières partout. C'est pour ça que je pense vraiment, ça va un petit peu vite. On voit beaucoup de gens faire des raccourcis sur quelque chose et faire comme si c'était une vérité, alors que pas du tout. En vrai, peut-être que Megumi, il a des prédispositions à faire un territoire sans barrière. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui a été dit et qui nous montre véritablement qu'il va faire ça. Pas du tout, pas du tout. Et on ne connaît même pas les réelles caractéristiques d'une extension de territoire sans barrière. Enfin, une des seules choses qu'on sait, c'est que Sukuna a tout attaqué, donc que ce soit objet ou être vivant à l'intérieur. Et donc, sûrement qu'il n'y a pas de coup garanti de visée automatique, en fait, sur une personne, vu que, justement, les informations de la barrière, normalement, servent à ça, et que, juste, en fait, il peut attaquer partout avec des sorts plus puissants. Mais voilà, c'est vrai que c'est peut-être le hack face à Maki, qui est considéré comme un objet, ou même face à Yuki, qui est assez spécial avec son sort de masse imaginaire. Et tu sens que le territoire de Kenjaku est très puissant, même Yuki avec son territoire simplifié, elle sent qu'il va se briser dès le début. Et alors que Tengen il va essayer de le détruire, justement, il n'y a pas de barrière, il met un petit peu de temps parce qu'il va quand même réussir justement en attaquant le point où la barrière est en train de s'étendre, donc cette sorte de totem, sauf que c'est trop tard. Yuki s'est pris le sort et elle s'est fait juste pulvériser. Même si Tengen a réussi en écrasant même son espace, ça y est, c'est terminé, elle est au sol. D'ailleurs, petite précision, je trouve que ça montre aussi l'étendue des pouvoirs de Sukuna, parce que lorsqu'il a utilisé son extension de territoire, il a tout détruit autour de lui. Il a dû cramer une énorme dose d'énergie occulte. Et là, Kenjaku, avec le même type de territoire, il l'a pas utilisé partout, il l'a utilisé juste sur Yuki. C'est pour te dire que Sukuna, en vrai, il a détruit juste simplement toute la zone. C'était juste n'importe quoi. C'est pour te dire à quel point, en fait, lui, il a utilisé son territoire et il a juste fait pouc, et il a tout pété. Il a juste tout pété. En vrai, c'est une dinguerie. Vraiment, Sukuna, pour moi, plus fort que Kenjaku, largement. Et bon, le Kenjaku, lors de ce début de chapitre, tu vois qu'il a énormément confiance en lui. Bien évidemment, il sent qu'il peut tout gérer. Il savait qu'on allait lui tendre un piège en arrivant dans cet espace. Et même, il le dit à Tengen. Tu vois que, en vrai, lui, il a vécu un millénaire de guerre. Il a vécu 2 camps s'opposer. Et ça, c'est assez intéressant. Est-ce que c'était toujours le clan des fléaux face aux exorcistes? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Mais lui, il en a vécu, en fait, des stratégies, des attaques. Et donc, il est prêt à s'adapter. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Et alors qu'il se dit que Yuki aurait dû utiliser son extension de territoire, parce qu'il ne faut pas faire confiance à Tengen. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en gros, il dit qu'elle avait une chance en utilisant son extension de territoire, ou en tout cas, elle aurait pu combattre avec, parce que vu qu'on ne sait pas comment ça marche très exactement les territoires sans barrière, ça veut dire que même avec un territoire avec barrière, comme celui de Yuki, on peut plus ou moins en contrer un sans barrière. Ok, ça, c'est posé, et même ça donne des informations face à un futur combat Gojo face à Sukuna, parce que Sukuna n'a pas de barrière, et Gojo, il a une barrière, donc il pourrait contrer plus ou moins le territoire, et surtout, n'oublions pas que Gojo peut utiliser plusieurs fois son territoire en une seule journée.
c'est juste n'importe quoi. Bref, ça c'est de toute façon c'est pour leur combat et ça arrivera bien plus tard si ça arrive un jour. Et Kenjaku sera arrêté alors qu'il va révéler que Tengen a peut-être un rapport avec la traque mortelle. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande véritablement s'il n'y a pas un lien entre les deux, justement, entre Kenjaku et Tengen. Je vous avoue que je m'imagine bien une relation, justement, Yuki, Geto, où Tengen aurait parlé à Kenjaku d'un possible plan juste pour rigoler, tu vois, de créer justement toute une battle royale d'exorcistes pour faire augmenter le niveau de l'exorcisme, des malédictions partout, et qu'il l'aurait jamais fait, et qu'au final, Kenjaku l'aurait fait, ou peut-être même que Tengen est le véritable maître, le game master justement de cette traque mortelle, parce qu'il y a eu ce point qui a été évoqué assez mystérieusement. Enfin bref, de toute façon Tengen reste assez mystérieux, c'est pour ça que je t'ai dit au bout d'un moment que Yuki, je la voyais bien devenir méchante entre guillemets, c'est que Tengen, il n'est pas forcément un personnage du côté du bien entre guillemets, c'est plus justement quelqu'un qui régit l'équilibre qu'autre chose, et cet équilibre il ne plaît pas à tout le monde. En plus, il y a vraiment plein de trucs mystérieux avec le personnage. Il savait justement pour l'utilisation de la prison de Kenjaku. Donc, est-ce qu'il savait qu'elle avait disparu? Est-ce qu'il aurait pu prévenir les autres personnages avant le grand drame? Peut-être bien, je ne sais pas. Bref, ce qui a arrêté Kenjaku, et c'est ça qui était magnifique, c'était Yuki qui s'est réveillé. Scène, je la trouve juste géniale parce qu'il regarde le Shikigami, il fait mais attends, il aurait dû disparaître. Et elle s'est relevée ensanglantée, toute défoncée, et elle est prête à en découdre. La mise en scène, elle est juste géniale. Et donc, Kenjaku, il va se dire que oui, son Shikigami est là pour faire diversion, et en même temps, elle va se régénérer. Et lui, ça l'arrange, parce que vu qu'il ne peut pas utiliser 2 sorts pour le moment, donc ses sorts reviendront, mais pas du tout en fait. Yuki, ça n'a aucun sens ce qu'elle va faire. Elle va foncer sur lui et commencer à le tabasser alors qu'elle est à moitié morte. C'est juste monstrueux. Sensei de Todo qui lui aussi était complètement mais HS et avait continué de se battre. C'est juste magnifique. Tel maître, tel élève. Il lui demande de se soigner et elle s'en fout. Elle dit non. Bon, après c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité qu'elle ne sache pas utiliser des sorts d'inversion, mais je trouverais ça assez particulier, mais sait-on jamais, il faut toujours évoquer la possibilité que peut-être, en fait, tout simplement, c'est pas qu'elle ne veut pas, mais qu'elle ne puisse pas. Mais je pense plutôt que c'est juste que c'est un monstre, qu'elle est ultra badass et qu'elle s'en bat les reins. Et je pense quand même qu'elle a des difficultés à utiliser son sort, vu que ses coups, ils ont pas l'air d'avoir la puissance qu'ils avaient avant. En tout cas, son Shikigami attrapera Tengen. Et à ce moment-là, même si elle est trop KO pour faire quelque chose, le retour de choses en bon, je vous avoue, ça me fait peur. Ça me fait peur qu'il revienne parce que j'ai peur qu'il lui arrive un truc. Et en plus, il prépare une supernova, une technique dévastatrice qui explose, je vous le rappelle, dans tous les sens. Et là, en plus, normalement, Kenjaku n'aurait pas de moyen de se protéger. Et c'est sur ça qu'on termine le chapitre. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai vu sur les forums les gens qui disaient « Ouais, Yuki, elle a perdu, blablabla. » Mais qu'est-ce qui se passe? Là, Kenjaku, il est en très mauvaise posture, en réalité. Je sais pas pourquoi les gens disent ça. Ok, Kenjaku, il faut... Ok, Kenjaku a l'air clean, mais quand même, elle est en train de gérer. N'oubliez pas, à chaque fois, on pensait qu'Akari était finito. Mais il se relevait. Finalement, on est à l'abri de rien lors de ce combat. Et je vous rappelle que s'est passé quelque chose avec la barrière lors de ce chapitre. Ils sont peut-être descendus au niveau d'en dessous. Et donc, même si il se fait battre Kenjaku, de toute façon, soit je le vois fuir, soit je le vois directement attaquer le corps de Tengen. Parce que jusque-là, aucun plan de Kenjaku a échoué. Et bien sûr, maintenant qu'on a vu Yuki, même si on n'a pas vu toutes ses capacités, la grande question reste encore Yuta ou Yuki. Moi je vous dis la vérité, Yuta toujours. Ça y est, je termine la vidéo comme ça, sans aucune justification. My best friend.